Alors bonjour à tous. Actualité sanitaire nous oblige un peu. Cette année, comme vous, avec triste regret, nous n'aurons pas de space visuel. Alors au niveau du groupe Cristal, on a quand même essayé d'être présent parce que ça fait plusieurs années que on participe aux rencontres qu'il peut y avoir au niveau des productions animales, au niveau du space. Et donc, je vais vous faire une présentation sur la thérapeutique sans antibiotiques, l'enjeu du vétérinaire aujourd'hui. Je pense que tout à l'heure, peut-être certains ont pu assister à la conférence, notamment sur les données par Géosan, notre société du groupe Cristal, sur la qualité de l'eau. Donc, on va poursuivre un petit peu dans ce thème-là qui tourne autour de l'alterbiotique. Bon, certains peut-être connaissent déjà ce terme-là que nous avons développé au niveau du groupe Cristal. Je vais faire ma présentation justement autour des 4 piliers de la solution alterbiotique. Alors tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Thierry Mauvisseau, vétérinaire depuis à peu près 25 ans. Je travaille dans les Pays de Loire, en Vendée, aux Essarts. J'ai commencé mon activité en faisant de la production animale. Je travaille un petit peu sur les bovins et la volaille et le lapin. Et depuis maintenant plus de 10 ans, j'ai rejoint le réseau Cristal et je me consacre exclusivement à la volaille et un petit peu moins au lapin maintenant, activité qui est plus relayée par mes confrères. Une des choses que j'ai toujours bien aimé dans le monde vétérinaire, c'était un petit peu tout ce qui était médecine alternative. Alors, autant il y a une quinzaine d'années, j'étais un petit peu un hurluberlu, on va dire, mais l'évolution sociétale m'a permis un petit peu aujourd'hui d'être un peu, de me replacer un petit peu dans le contexte, et puisque les médecines alternatives, la phytothérapie, s'il y a quelques années, c'était un peu mis de côté dans le monde vétérinaire, aujourd'hui, il y a une grosse demande là-dessus. Alors, grosse demande qui a commencé à en prendre dans les années 2010-2012 avec, je pense que vous le connaissez tous, le fameux plan éco-antibio, avec un objectif de réduire à 5 ans, entre 2012 et 2016, de 25% les prescriptions et le recours aux antibiotiques dans le monde vétérinaire. Alors, ça a été une première un petit peu dans ces productions animales, mais pas que, puisque le chien-chat était concernés par cet objectif-là. Et moins de 5 ans après, mais si on fait un petit peu le bilan, à l'issue du plan éco-antibio, du premier plan éco-antibio, eh bien, on n'a pas atteint les objectifs de 25%, on les a largement dépassés puisqu'on a diminué de 37%. Alors, deux filières ont particulièrement été moteurs, enfin toutes les filières ont été moteurs là-dedans, mais il y a deux filières sur lesquelles ça a beaucoup diminué, c'est la volaille et le porc. On voit que globalement, à part les animaux de compagnie, chiens, chats, où on est à peine à 20%, on voit que dans toutes les autres productions animales, les vétérinaires, les organisations ont bien joué le jeu, puisqu'on a atteint cet objectif-là. Si on regarde un petit peu en humaine, durant cette période-là, la consommation d'antibiotiques n'a fait qu'augmenter. Alors, vous me direz, certes, la population a peut-être augmenté aussi, mais il faut attendre 2016-2017 pour voir une légère baisse de la consommation d'antibiotiques, alors que le premier plan éco-antibio nous date de 2012, c'est dans les années 2000, avec le slogan « Les antibiotiques, ce n'est pas automatique ». En humaine, ça n'a pas marché. Donc, ce qui nous a valu aussi quand même les félicitations du monde médical et de prendre exemple sur le monde vétérinaire pour essayer de diminuer en humaine. Mais bon, là n'est pas notre objectif aujourd'hui. Alors, même si on a bien atteint les objectifs et qu'on les a même dépassés, il y a eu un deuxième plan éco-antibio qu'on appelle le plan éco-antibio 2 qui a commencé en 2017, où là, on nous a clairement demandé de travailler sur des solutions préventives avec des traitements alternatifs. Et dans l'action 2, il est clairement marqué de soutenir la recherche dans le domaine des traitements alternatifs aux antibiotiques, la phytothérapie, l'aromathérapie, la phagothérapie, etc. Donc, on nous demande vraiment de travailler avec des solutions. Alors, on nous parle quand même de traitement, donc ça me gêne toujours un petit peu parce que traitement, ça veut dire médecine. Médecine, après, on verra que dans le domaine des productions animales, on a quand même une petite chose qui s'appelle les limites maximales de résidus et que c'est un petit peu compliqué dans la phytothérapie, dans l'aromathérapie, de pouvoir de maîtriser cette notion-là. Autant l'homéopathie,
il n'y a pas de délai d'attente pour les productions animales. Autant pour la phyto et l'aromathérapie, c'est encore un petit peu plus compliqué. Quant à la phagothérapie, c'est effectivement très intéressant pour réduire l'utilisation des antibiotiques, mais à ce jour, c'est toujours interdit en France et même en humaine. Donc, il y a certainement des choses à faire là-dessus. Bon, et puis l'action 3, encourager l'usage des vaccins. Alors, aujourd'hui, si on replace le métier de vétérinaire, je dirais que le métier de vétérinaire, avant tout, on est vétérinaire pour soigner des animaux. Donc, c'est-à-dire guérir des maladies, prévenir des maladies, faire en sorte que les animaux soient en bonne santé. Pour pouvoir soigner des animaux, quand c'est nécessaire, il faut avoir recours à des médicaments. Et aujourd'hui, un médicament possède ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, avec un dossier colossal où il y a énormément d'expérimentations. On doit mesurer la qualité, la répétabilité, des contrôles intermédiaires, l'innocuité pour l'environnement, pour le consommateur si c'est pour des productions animales, et également l'animal en soi. Donc ça, quand c'est du médicament, il n'y a pas de problème, tout ça c'est connu. Le vétérinaire aussi, il est responsable de plus en plus du bien-être animal aujourd'hui. On doit faire en sorte que l'animal ne souffre pas. Et dans le cas de production animale, il est indirectement responsable de la qualité des viandes, du lait, des œufs, de toutes les productions qui peuvent être ensuite, des productions animales qui vont donner des denrées consommées par l'homme. Je dirais que ça, c'est vraiment le rôle défini du vétérinaire. Et à côté de ça, je dirais qu'il y a quand même des défis. Pour moi, comment peut-on être aujourd'hui responsable de la sécurité alimentaire dans le cas d'un remplacement d'un traitement, par exemple antibiotique, par des solutions alternatives qui sont en libre accès? Moi, ça me pose toujours un petit peu le problème de savoir que je vais identifier une maladie sur un animal et que des solutions pourront être utilisées pour traiter cette maladie qui sont en libre accès. Quelle va être la répercussion sur la santé animale? Est-ce que ces solutions alternatives vont être vraiment efficaces? Est-ce qu'elles vont permettre à l'animal d'être soigné? Est-ce qu'elles ne vont pas dégrader ses conditions? Est-ce qu'elles ne vont pas le faire souffrir? Et puis ensuite, ces solutions-là, qu'est-ce que ça va donner au niveau des viandes, au niveau des œufs? Et est-ce qu'il n'y aurait pas potentiellement des résidus dedans? Autant quand on travaille avec des médicaments, on est quand même encadré par une législation sur le médicament. Autant quand on travaille avec des solutions alternatives en libre accès, pour moi, c'est difficile en tant que vétérinaire de pouvoir assumer mes missions. Alors bien évidemment, si on regarde ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, tous les scandales alimentaires, on n'en a jamais entendu autant parler. Bon, le scandale alimentaire avec le fipronil dans des produits pour traiter les poux au niveau des œufs, les contaminations de lait par de la salmonelle, passage pas forcément une salmonelle majeure, une salmonelle totalement, enfin dire potentiellement inoffensive, hein, pas une salmonelle réglementée, mais néanmoins, on a vu un petit peu l'impact que ça pouvait avoir au niveau médiatique, au niveau de la consommation. Et aujourd'hui, il n'y a pas un jour où on ne nous entend pas parler de sécurité alimentaire. Quand on regarde la presse, chaque semaine, il y a toujours des revues, des articles consacrant à justement la sécurité du consommateur. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde humain, on est toujours pareil, hein, dans le monde humain, au niveau de l'utilisation des huiles essentielles, qui est une des solutions alternatives pour remplacer les antibiotiques. On en voit fleurir partout. On peut même en trouver dans des grandes surfaces, dans des jardineries, dans des ventes de produits de confort pour la maison. Mais si on regarde bien, au niveau des centres antipoison, on voit que depuis les années 2000-2010, il y a de plus en plus d'intoxication au niveau des humains. Il y a des gens qui sont hospitalisés parce qu'ils ont utilisé des huiles essentielles dangereuses, beaucoup trop concentrées. Et la crainte aujourd'hui, c'est peut-être c'est pas peut-être, c'est sûr qu'on va utiliser et on utilise des huiles essentielles. Il ne faudrait pas qu'il y ait des intoxications tant sur les animaux, mais après des intoxications sur les humains derrière. Alors, les attentes du consommateur, elles sont nombreuses, mais il y en a quand même deux aujourd'hui. Le bien-être animal, c'est certainement la première chose qui sort un petit peu dans le domaine du consommateur, et notamment chez les jeunes, hein, avec aujourd'hui des produits qui vont être commercialisés en fonction d'un bien-être animal supérieur, bien et moyen. Donc ça, on commence à voir fleurir un petit peu ça sur toutes les barquettes de différentes productions. Au niveau de l'OIE, c'est également une préoccupation majeure, hein. Donc après, plein de revues. Il y a 2 ans, il y a une revue sur le bien-être animal au niveau de 60 millions de consommateurs.
Si vous avez la possibilité de la retrouver, je vous invite à la lire. C'est assez surprenant ce qu'il y a dedans. Et puis, l'autre attente du consommateur, c'est d'avoir de la viande qui est issue d'animaux qui n'ont pas reçu d'antibiotiques. Alors, pas reçu d'antibiotiques, après, est-ce que c'est sur toute la période de l'animal? Est-ce que c'est que sur la partie sevrage? Tout dépend des productions, voilà, notamment le porc. Après, sur la volaille, bah, ça va être du début à la fin, parce que bon, la durée de vie d'une volaille est bien inférieure à celle d'un cochon. Sur le lapin, sur le ruminant. Et ça, aujourd'hui, toutes les marques ont développé justement une gamme sans antibiotiques. Alors après, le tout de savoir, c'est est-ce que ces animaux vivent dans de bonnes conditions de bien-être animal? Est-ce que ce sont des produits sains? Et comment la santé est gérée pour ces animaux-là? Alors, au niveau du groupe Cristal, on a travaillé dès 2012 sur justement la façon d'accompagner justement cette transition un petit peu vétérinaire et puis ces attentes du consommateur. Et on a développé ce qu'on appelle la solution alterbiotique, donc pour remplacer les antibiotiques, et qui repose sur 4 piliers qu'on va voir maintenant. Donc, à savoir la prévention d'abord. Effectivement, si on n'est pas malade, ben, on met en place des mesures de prévention, forcément, on utilisera moins de traitements antibiotiques derrière. De la formation, pour savoir comment utiliser ces produits. De la substitution, pour savoir par quoi on pourrait remplacer l'usage d'un antibiotique. Et puis surtout, savoir la bonne utilisation. Parfois, l'antibiotique est indispensable. Encore faut-il bien l'utiliser correctement à la bonne dose. Alors, toute cette démarche-là, il y a différentes étapes, des diagnostics, une contractualisation éventuellement avec des organisations qui souhaitent aller dans ce sens-là, qui souhaitent mettre en valeur justement cette démarche alterbiotique auprès des produits qu'ils vont commercialiser derrière. Un usage raisonné des antibiotiques. Là encore, on ne bannit pas du tout les antibiotiques parce que même si moi aujourd'hui j'utilise énormément de solutions alternatives, je me bagarrerai toujours pour garder des antibiotiques parce que dans certains cas, les antibiotiques vont être indispensables pour assurer le bien-être de l'animal. Si on a un animal qui a une forte infection et qu'on n'arrive pas à maîtriser avec des solutions alternatives rapidement, la vie de l'animal et la souffrance de l'animal la vie de l'animal peut être mise en jeu par une souffrance importante. Et ça, aujourd'hui, nous, en tant que vétérinaires, on n'a pas le droit de le tolérer. Le bien-être animal, les performances économiques, parce que toutes ces solutions-là, il faut qu'elles s'accompagnent quand même d'une performance économique derrière. Et ensuite, de redonner une fierté de son métier et une notoriété au niveau de la marque qui va choisir cette solution alterbiotique. Alors, cette solution alterbiotique, c'est en général une volonté de l'organisation de production, peut-être par une demande des acheteurs, justement des marques qu'ils vont produire. Après, on a aussi certains éleveurs qui souhaitent aller là-dedans, qui ne sont pas forcément intégrés dans une organisation de production, mais qui souhaitent mettre en valeur justement cette solution alterbiotique. L'intérêt, c'est de pouvoir donner une valeur ajoutée à son produit, de pouvoir commercialiser des produits qui ont un minimum d'antibiotiques et de communiquer justement sur cette réduction d'utilisation des antibiotiques. Alors, diminuer aussi la concurrence étrangère, puisqu'aujourd'hui, je parle plus sur la partie volaille, mais au moins 60% de la volaille que l'on consomme en France est importée. Alors, importée ne veut pas forcément dire que les animaux sont soumis à la même réglementation que nous, avec des produits qui peuvent être autorisés dans certains pays et pas dans d'autres. On peut se poser la question de savoir si la viande importée est également… les animaux qui produisent cette viande-là sont traités ou pas avec des antibiotiques ou avec des solutions alternatives, et encore lesquelles. Rassurer le consommateur, et puis ce que je vous ai dit, voilà, c'est pas, on ne bannit pas les antibiotiques, mais on remplace, quand on peut, les antibiotiques, pas forcément par un médicament, mais par une solution globale, puisque, on va le voir, remplacer aujourd'hui un antibiotique par un produit à base d'huile essentielle, ça peut être voué à l'échec quand les paramètres autour ne sont pas maîtrisés. Alors, la première chose à voir, justement, dans le domaine de la prévention, ça va être la qualité de l'eau. Pendant des années, en volaille notamment, filière que je connais très bien, on a utilisé des quantités très, très importantes d'antibiotiques pour maîtriser des troubles digestifs. Je suis désolé, je fais juste une petite aparté. J'ai complètement oublié de vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Si vous avez des questions à poser, ne les mettez pas dans les commentaires. Mettez-les en bas de l'écran. Vous avez un onglet qui s'appelle questions-réponses.
Vous pouvez les mettre par écrit et un quart d'heure avant, vers 16h45, je vous répondrai un maximum de questions. Et si vous me les mettez bien par écrit, je m'engage à vous répondre par mail parce que je n'aurai peut-être pas forcément le temps de répondre à toutes les questions. Si vous les mettez dans les commentaires à droite, j'aurai du mal à répondre à toutes ces questions après. Voilà, donc je reviens sur ma qualité de l'eau. Pendant des années, ce que je vous disais, les traitements, une grosse partie des traitements antibiotiques étaient faits pour maîtriser des troubles digestifs qui étaient liés souvent à une mauvaise qualité d'eau avec des concentrations de germes très très importantes en bout de ligne. Voilà. Donc là, je vous ai repris un petit peu un bilan sur les différents paramètres que l'on peut rechercher, les différents germes que l'on peut rechercher dans l'eau. Quand vous avez une eau avec des ASR, des anaérobies sulfito-réducteurs en quantité importante, ou des entérocoques, eh bien, ce genre de qualité d'eau peut générer des troubles digestifs importants. Alors, certes, le traitement antibiotique va maîtriser le problème digestif, mais à partir du moment où on va arrêter le traitement antibiotique, si l'animal est toujours soumis à une eau fortement contaminée, les troubles digestifs vont revenir de plus belle à l'arrêt du traitement antibiotique. Donc, la première chose dans la solution alterbiotique, c'est déjà s'assurer que les animaux reçoivent une eau de bonne qualité, et je dis bien tous les animaux, donc dans des grands bâtiments, notamment en volaille, il est important de s'assurer de la potabilité de l'eau jusqu'en bout de ligne au niveau de la dernière pipette ou du dernier abreuvoir. Bon, il existe différentes solutions pour acidifier, pour rendre l'eau potable. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez peut-être suivi la conférence de Géozane tout à l'heure. La décontamination des canalisations aussi fait partie de la prévention. Et puis, dans le domaine de la prévention, eh bien, la décontamination est incontournable. Quand vous avez une infection récurrente dans un bâtiment, infection virale, mais aussi infection bactérienne récurrente, il faut déjà essayer de savoir s'il n'y a pas la possibilité d'éradiquer le germe qui va être responsable des différentes maladies chez l'animal sur les bandes successives qui vont nécessiter un traitement antibiotique. Et donc pour ça, je dirais qu'on a été bien accompagné dans la filière volaille avec l'arrêté de biosécurité, puisque ça nous a permis de faire une formation auprès de tous les aviculteurs. Alors d'autres productions ont commencé également à développer ce genre de formation. Ça permet de bien remettre les choses à plat, de bien valider les techniques, et dans beaucoup d'élevages, eh bien, on a vu des affections secondaires diminuer par des mesures de biosécurité renforcées, du nettoyage, de la désinfection. Donc ça, je dirais que c'est des choses qui sont très importantes pour diminuer l'utilisation des antibiotiques. Un exemple que je prendrais aussi, c'est aujourd'hui des problématiques locomotrices que l'on peut rencontrer sur des animaux qui vont avoir des performances de croissance très très importantes avec des boiteries et des surinfections bactériennes. Il faut se poser la question de savoir si ces boiteries, elles ne sont pas liées à des vitesses de croissance très très rapides, à des mauvaises implantations du microbiote digestif. Et on s'est rapidement rendu compte que quand on accompagnait les croissances, qu'on essayait d'avoir des croissances homogènes, on diminuait le recours au traitement antibiotique. Alors, bien évidemment, il y a des mesures zootechniques qui sont indispensables aussi. Donc, le réglage du matériel, la vidange des chaînes, bien faire consommer les fibres, par exemple, où sont présents tous les oligo-éléments et les vitamines indispensables à une bonne croissance. Essayer d'avoir une croissance homogène et pas des pics de croissance. Dans le cas du bien-être animal, eh bien, essayer d'avoir des périodes d'obscurité pour diminuer l'activité des animaux et favoriser l'absorption du calcium, du phosphore et des vitamines. Et éventuellement accompagner les programmes de croissance avec des aliments complémentaires adaptés aux besoins. Stimuler le microbiote digestif, parce qu'on a trop tendance à oublier que le microbiote digestif, s'il n'existait pas, la croissance serait impossible. Ce sont ces bactéries-là qui vont sécréter des enzymes, qui vont transformer aussi des acides aminés et permettre la croissance. Donc on a certainement aujourd'hui des tubes digestifs qui sont peut-être appauvris par des flores peu importantes ou mal orientées et qui sont responsables de désordres organisés derrière. Et aujourd'hui, on a pu constater que sur des accompagnements de programmes tels que je vous l'ai présenté là, eh bien, il y a moins de recours au traitement antibiotique par derrière. Enfin, une autre chose qu'on a tendance à oublier, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Alors, l'homéostasie, c'est un terme un petit peu barbare pour ceux qui ne sont pas forcément dans la médecine. Ça a été défini par Claude Bernard, qui est un médecin qui était assez connu et qui a défini l'homéostasie comme la capacité à un organisme à maintenir un équilibre intra- et extracellulaire et à son fonctionnement par rapport à l'environnement externe.
c'est-à-dire permettre à l'animal, à n'importe quel organisme, de s'adapter aux conditions extérieures et de faire en sorte de continuer à vivre normalement avec des phénomènes adaptatifs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, l'homéostasie, ça va être l'équilibre des fonctions rénales, des fonctions hépatiques, des fonctions immunitaires, des fonctions tégumentaires, reproductrices. Et si on a, en gros, des animaux en bonne santé, qui sont capables d'affronter des éventuelles affections, eh bien, ces animaux-là ne vont pas être malades. Voilà. Donc, et ça, aujourd'hui, avec des croissances poussées, on a parfois tendance à avoir des animaux extrêmement fragiles et qui vont être beaucoup plus réceptifs à ces affections, notamment bactériennes, si on veut parler de traitement antibiotique. Et pour ça, il existe des médecines alternatives, des solutions alternatives qui sont très intéressantes, les extraits de plantes surtout, un petit peu moins les huiles essentielles et surtout l'homéopathie, mais également aussi on pourrait rajouter les pré- et probiotiques qui vont permettre d'avoir une bonne immunité au niveau digestif. Et ça, des animaux dont on va soutenir toutes ces fonctions-là, ce sera des animaux qui vont avoir beaucoup moins besoin de traitement antibiotique. Également, dans la prévention, là, si on est vraiment sur la prévention médicale, eh bien, la prévention médicale, c'était l'autre axe qui était l'autre action du plan éco-antibio, hein. C'était le développement de vaccins, le recours à de la prévention médicale. Alors, vaccins ou auto-vaccins, notamment avec des vaccins antibactériens. Aujourd'hui, il existe un vaccin vivant antibactérien contre le colibacille au 78K80 qui nous a permis de réduire significativement l'utilisation des antibiotiques, puisqu'on a identifié des lots sur lesquels on avait des récurrences de colis au 78. Et à partir du moment où la vaccination était réalisée, et je dis bien dans de bonnes conditions, parce qu'après mettre un vaccin, il faut être sûr qu'il soit bien pris, eh bien, on avait constaté une diminution d'à peu près 80% de recours au traitement antibiotique, notamment pour des colibacilles. Alors parfois, ça peut être d'autres bactéries, hein, et pour lesquelles on peut avoir recours à des autovaccins. Alors, ça peut être également des colibacilles qui ne sont pas au 78 et 80. Il peut y avoir d'autres colibacilles de K1, des choses comme ça, pour lesquelles on va avoir recours à des autovaccins qui vont vraiment être produits à partir des bactéries isolées dans l'élevage. Et puis, je dirais aussi que renforcer des programmes vaccinaux contre des virus, ce n'est pas non plus anodin, parce qu'on sait très bien que quand un animal a une infection virale, il a une baisse de ses défenses immunitaires, puisque son organisme doit faire front au virus qui va l'agresser. Et c'est souvent le moment de porte d'entrée de bactéries qui vont nécessiter des traitements antibiotiques par derrière. Donc, si on empêche le virus de se répliquer, si on empêche l'animal d'être malade avec un virus, eh bien, on diminue le risque d'avoir une contamination bactérienne et un recours aux antibiotiques par derrière. J'en viens maintenant à la substitution. Alors la substitution, quand vraiment on a fait une bonne prévention et que malheureusement on se rend compte que les animaux sont malades, il est d'abord très très important de savoir la cause précise. Voilà. Et je dirais que là, l'importance du diagnostic, elle est fondamentale. Je prendrai l'exemple d'une mortalité sur des jeunes animaux en démarrage. Est-ce qu'on a vraiment une mortalité d'origine infectieuse ou est-ce qu'on a une mortalité qui est plus liée à des animaux qui ne sont pas viables, des animaux de tri, des animaux qui n'ont pas pu bien démarrer, peut-être parce que les mangeoires n'étaient pas réglés à la bonne hauteur, peut-être parce que la température n'était pas suffisante, que l'hygrométrie était trop basse. Là, il faut faire la part des choses. Et ça, l'examen nécropsique, éventuellement un audit aussi dans le cadre de mortalité en démarrage, enfin audit ou visite d'élevage, elle est indispensable pour vraiment établir une origine infectieuse ou pas. Quand une origine infectieuse est avérée, eh bien, après, on regarde quelle est la part de mortalité. Est-ce qu'on a une mortalité très, très, très importante, voilà, de l'ordre de 2-3% en l'espace de 2 à 3 jours d'élevage, ou est-ce qu'on a une mortalité relativement élevée, légèrement supérieure à la mortalité normale? Et dans ce cadre-là, le vétérinaire va faire le choix soit de partir sur un traitement antibiotique s'il estime que c'est indispensable par rapport au bien-être de l'animal, ou partir sur des traitements alternatifs. Alors, traitement alternatif, pour ça, on va avoir recours à des substances antibactériennes d'une activité rapide, et là, on va avoir recours à l'aromathérapie, à savoir les huiles essentielles. Alors, au niveau du réseau cristal, on a développé, maintenant en 2014, ça commence déjà à dater, ça fait 6 ans, une technique qui nous permet justement de mesurer l'activité des huiles essentielles, des mélanges d'huiles essentielles qui vont être contenus dans des aliments complémentaires pour choisir la bonne solution. Voilà. Alors, on pourrait le faire aussi avec des huiles essentielles individuelles, notamment en bovin, c'est des choses qui sont très pratiquées, en chien-chat également, en équine aussi.
Après, sur les productions animales, il y a une question de réglementation qu'il ne faut quand même pas négliger. Certaines huiles essentielles ne peuvent pas être utilisées. En tant sur d'autres espèces, on va plutôt avoir recours à un aromatogramme pour choisir la bonne huile essentielle ou choisir plusieurs huiles essentielles qu'on va assembler pour traiter un animal. Dans le cas d'une médecine collective, où on va vouloir avoir un médicament très rapide, il est des fois difficile de préparer des solutions pour 100 000 poules, par exemple. Donc là, on va plutôt avoir affaire à des aliments complémentaires. On fait toujours un examen bactériologique à côté. Donc là, vous avez justement le phytogramme. Alors là, on sort un petit peu du cadre de la substitution, puisque c'est un moyen d'utiliser une solution alternative, mais de façon correcte. Donc on va aborder la bonne utilisation. Donc là, on va tester différents produits et on va mesurer le diamètre d'inhibition. Donc vous pouvez voir en bas à droite ENT, ENT-demi, des produits qui vont être concentrés à 100% ou à 50%, et on va observer les diamètres d'inhibition. Le produit ENT, vous voyez qu'il y a un halo transparent autour d'un puits qui comporte des huiles essentielles, et on voit bien qu'on a une activité antibactérienne directe. Voilà. Donc si on compare ça à des antibiogrammes, vous verrez qu'on a la même chose. Sur des troubles digestifs, il faut faire la part des choses entre une origine parasitaire ou une origine bactérienne. Voilà. Si c'est une origine parasitaire, le traitement antibiotique n'est pas toujours indiqué, plutôt mettre un traitement antiparasitaire. Hein. Ça peut être dans toutes les espèces, ça peut être des vers, ça peut être des coccidies, ça peut être des cryptos chez les bovins. Hein. Donc après, il faut savoir quel est l'agent qui est responsable des troubles digestifs observés. Et dans le cas d'une origine bactérienne telle que des entérotoxémies ou des entérites nécrotiques, eh bien, on peut avoir recours à des huiles essentielles qui ont certaines des activités contre les Gram+, les Clostridium, mais on a aussi des probiotiques qui vont être intéressants. Alors, pour rappel, les probiotiques, ce sont des bactéries qui vont être administrées à un animal, bactéries qui vont se multiplier et qui vont sécréter des substances. Et ce sont des substances qui vont être qualifiées de bactériocines, c'est-à-dire que c'est des substances antibactériennes. En gros, ce sont des bactéries qui vont sécréter des antibiotiques, on va dire naturels, et qui vont permettre de réguler le tube digestif. Alors, en fonction des différents probiotiques qui vont être utilisés, on va en avoir qui vont être plutôt actifs sur les salmonelles, d'autres qui vont être plutôt actifs sur des colies, d'autres plutôt actifs sur les clostridiums. Si on choisit des probiotiques bien actifs sur les clostridiums, qui vont produire des bactériocines anticlostridiennes, eh bien, on peut maîtriser des entérotoxémies ou des entérites nécrotiques. Enfin, sur des troubles plus respiratoires, eh bien là encore, il faut faire la part des choses, savoir quelle est l'origine du problème. Est-ce que c'est viral? Est-ce que c'est bactérien? Si c'est purement viral, est-ce qu'il faut avoir recours à un traitement antibiotique ou est-ce qu'il faut ou pas? Après, les huiles essentielles, elles sont très intéressantes aussi contre les virus, parce que je rappelle quand même que les huiles essentielles, elles ont la capacité d'être certes antibactériennes, mais elles sont aussi antiparasitaires pour certaines. Elles sont antivirales, elles sont antifongiques. Alors, toutes ne le sont pas, il faut choisir les bonnes huiles essentielles, mais il est possible d'accompagner des passages viraux avec des huiles essentielles, notamment le Ravinsara ou le Niaouli. Pour les huiles essentielles antibactériennes, la cannelle, le thym athymol, l'eucalyptus globulus par exemple, sont des huiles essentielles plus qui vont être certaines antibactériennes, cannelle et thym athymol, et d'autres qui vont avoir des capacités d'expectoration, se permettent de sécréter, de liquéfier toutes les sécrétions trachéales, les huiles essentielles de pin et également d'eucalyptus. Alors, on peut également associer ces huiles essentielles, mais à moindre concentration, dans de l'eau de boisson, voilà, associées avec des extraits de plantes qui vont aussi être immunostimulants. Et dans tous les cas, on va réaliser ce qu'on appelle le phytogramme dont je vous ai parlé, qui va nous permettre, avant d'avoir le résultat du phytogramme, puisqu'il faut à peu près 48 heures, en même titre qu'un traitement antibactérien, soit on va attendre le résultat du phytogramme pour mettre en place la solution alternative, soit on va décider de mettre une solution alternative de première intention, comme on pourrait le faire avec un antibiotique si on jugeait le cas très avancé. Et à la lecture du phytogramme, eh bien, soit on va continuer la solution que l'on aura pressentie, soit on va la corriger en fonction d'une deuxième solution s'il s'avère que la solution qui avait été retenue au départ ne fonctionnait pas contre la souche bactérienne identifiée. Alors après, dans les bactéries identifiées, eh bien, aujourd'hui, on a des techniques de laboratoire qui nous permettent de savoir si les souches de bactéries sont vraiment dangereuses ou pas. On a des facteurs de virulence qui peuvent être déterminés pour des colibacilles.
il n'est pas exclu que pendant certaines années, enfin que pendant longtemps, on ait traité des colibacilles isolés qui s'avéraient totalement inoffensifs. Aujourd'hui, isoler un colibacille ne veut pas forcément dire que c'est le colibacille qui est responsable de mortalité. On en a qui sont plus ou moins virulents. Donc, est-ce qu'il faut traiter tous les colibacilles? Peut-être pas. Comparer des souches aussi, savoir si on a des récurrences de souches dans un élevage. Après, comme je vous l'ai dit au départ, traiter avec des solutions alternatives, il faut être sûr que ce soit des solutions alternatives de bonne qualité. Et les solutions alternatives, si elles sont contenues dans ce qu'on appelle, si ce sont des aliments complémentaires, pour rappel, un aliment complémentaire contient des additifs, mais certains additifs ne sont pas autorisés. Et il existe un registre avec des additifs avec certaines plantes qui va nous indiquer quelles sont les plantes autorisées et interdites. Et pour une plante autorisée, quelle est sa forme autorisée? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser une teinture dans un aliment complémentaire, une huile essentielle ou une poudre de plante? Il existe un registre européen qui nous permet de savoir ce qu'on a le droit de faire. Alors très souvent, moi j'observe des produits où il y a des formules et je me rends compte que certaines plantes sont totalement interdites. Voilà. Donc ça, attention aux produits que l'on va utiliser. Et puis comme on est sur des produits naturels, eh bien vous savez tous qu'une plante, elle reflète un petit peu le milieu dans lequel elle vit, et qu'une même plante plantée au nord de la France ou au sud de la France, elle n'aura pas la même composition. L'exemple le plus classique, c'est le vin. Hein. Vous prenez un pied de vigne que vous allez planter dans le nord de la France ou dans le sud de la France, vous n'aurez pas la même qualité de vin, même s'il est fait de la même façon. Donc ça, c'est important de savoir ce qu'il y a dans une plante et quels sont les composants qui vont être présents dans une plante. Alors ça, aujourd'hui, nous, on le fait sur les huiles essentielles que l'on va utiliser, mais on le fait également sur les produits que l'on va commercialiser, où on va comparer les richesses. Donc là, sur la droite, vous avez un produit qui contient une grosse quantité de paracimène et une grosse quantité de thymol. Et donc ça, c'est important parce que quand on va utiliser des lots d'huile essentielle, on n'en aura jamais deux mêmes, deux identiques. Après, au fabricant de savoir s'il est capable de faire des produits avec une similitude assez fine entre deux assemblages. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, parfois, l'antibiotique est des fois indispensable. Alors, quand on va utiliser un antibiotique, il est important aussi d'avoir un antibiogramme de qualité. Alors, il existe des petits kits rapides pour faire des antibiogrammes dans lesquels j'aurais totalement pas confiance, voilà, parce que aujourd'hui, faire un antibiogramme, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir une technique quand même répétable. Et il existe aujourd'hui des normes, COFRAC notamment, pour avoir des antibiogrammes, le 4707. Et je rappelle que pour des recours aux antibiotiques critiques, il est demandé d'avoir des antibiogrammes de qualité. Voilà. Et des antibiogrammes normés. Donc, tous les antibiogrammes ne le sont pas. Donc, c'est important d'avoir un antibiogramme qui soit bien réalisé. Et pour ça, des essais interlaboratoires peuvent être réalisés, permettant de valider la fiabilité des résultats. Et ensuite, on va déterminer donc des CMI. En fonction des CMI, on va choisir l'antibiotique qui présente le plus grand diamètre d'inhibition et la plus forte CMI. Voilà. Donc, les deux étant corrélés. Alors, tout ça, c'est bien, ça rentre bien dans les trois piliers. Le dernier pilier de la démarche de la solution alterbiotique, eh bien, c'est la formation. Parce que toutes ces médecines alternatives et ces solutions alternatives, aujourd'hui, il faut savoir les utiliser parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir certes des échecs si c'est mal utilisé. Alors, pourquoi les utiliser, quand les utiliser et comment les utiliser? Donc ça, il existe des formations qu'on a développées auprès des organisations de producteurs ou pour des techniciens, pour différents acteurs de la filière, des différentes filières, sur les produits à base de plantes et surtout bien connaître la réglementation parce que savoir qu'il y a des choses qui sont interdites, on ne peut pas tout faire non plus. On ne peut pas préparer, par exemple, ses propres mixtures pour les utiliser sur des animaux ou sur des productions animales. Ça s'appelle de l'automédication et puis il y a des plantes qui sont interdites et il faut bien savoir ce que l'on fait, surtout quand c'est des animaux dont les denrées vont être consommées. Alors ça, c'est un exemple de formation que nous avons développé en accord avec, qui sont prises en charge par Vivea
On me rappelle un petit peu tout ce qui est aussi l'usage de l'antibiotique et la réglementation du médicament, parce que c'est vrai que ça, ce n'est pas toujours des choses qui sont bien connues, hein. Et ensuite, on va parler des extraits de plantes, des huiles essentielles, d'homéopathie également, des algues, et permettre à l'éleveur de mesurer son efficacité, de définir des indicateurs, rédiger des plans d'action par rapport aux pathologies qu'il peut rencontrer régulièrement dans son élevage, savoir qu'est-ce qui va être plus indiqué. Est-ce que dans le cas d'une passerelle, est-ce qu'il faut utiliser les algues, ou plus les huiles essentielles, ou plus les extraits de plantes, voilà. Donc, tout ce genre de choses, des formations qui sont très pratiques, permettent aux éleveurs de bien progresser là-dedans. Alors, vous allez me dire, bah, tout ça, c'est bien, mais ce qu'on aimerait bien, bah, c'est savoir un petit peu, d'avoir un retour. Alors, j'essaie de vous présenter quelques retours. Donc, ça, je vous ai représenté aujourd'hui sur une production. J'ai ciblé d'une organisation de producteurs qui faisait du poulet label, et j'ai regardé tous les traitements qu'on avait effectués sur chaque bande de poulet mise en place en 2018. Donc, on a effectué 195 traitements. Donc, traitements sur une période à peu près, on a défini une période de 8 jours. Et dans 50% des cas, les traitements qui ont été effectués, on va dire 48%, même un peu plus, ce sont des traitements antibiotiques. Alors, ensuite, on a essayé de voir la notion de réussite ou d'échec. C'est-à-dire que si on avait utilisé, dans 44% des cas, on a utilisé par exemple de la phyto, est-ce qu'il a fallu prescrire derrière un traitement antibiotique dans les 8 jours qu'on suivit? Si ça a été le cas, on considère que le traitement phyto n'a pas répondu pleinement aux objectifs. Et on voit qu'on a à peu près 2% d'échecs. Alors, on a aussi des prescriptions où on va utiliser une synergie entre l'antibactérien et la phyto, voire éventuellement des utilisations de prébiotiques qui ne sont pas forcément sont pas des bactéries, où là, on a une compatibilité avec des antibactériens. Si je prends une autre organisation sur la même période qui a décidé de diminuer sérieusement le recours aux antibiotiques, eh bien, on en a pris 265 lots là, d'une autre organisation. Et on voit que dans cette organisation, on a eu 18% d'utilisation d'antibactériens. Alors, comme pour l'autre, hein, les 18%, ce sont des lots sur lesquels on a décidé de mettre systématiquement un traitement antibactérien. On n'a pas mis un traitement de phyto avant pour voir si ça fonctionnait et après, un antibactérien. Là, quand on a décidé de mettre de la phyto et qu'on a dû remettre un traitement antibactérien, c'est ce que vous avez en rouge, la partie échec. Donc, on voit clairement qu'une organisation qui est rentrée dans la solution alterbiotique par rapport à une organisation qui ne l'était pas, à performance égale, vous allez me dire, ça c'est aussi important de le souligner, eh bien, on a quand même une réduction de 50% des antibiotiques par rapport à ce qui pourrait être utilisé auparavant. Si je regarde sur la phyto en soi, donc une fois que j'ai exclu justement le traitement antibactérien qui a été mis d'emblée, c'est-à-dire qui n'a pas été, pour lequel on n'a pas entre guillemets donné la chance à la phyto, si on exclut ça et qu'on regarde que la phyto, on est quasiment à un peu plus de 90% d'efficacité. Donc, on peut considérer que à 90%, on a quand même une bonne efficacité de la phyto. Je n'ai pas reporté la même chose sur les traitements antibiotiques, mais c'est également, malheureusement, ça arrive malheureusement, de devoir mettre un traitement antibiotique et d'avoir un échec du traitement antibiotique et de devoir remettre un second traitement antibiotique par derrière. Donc ça, la notion d'échec, il ne faut pas l'écarter non plus pour les antibiotiques. On a également développé, nous, au niveau du réseau Cristal, des indicateurs de l'eau traitée avec antibiotiques et sans antibiotiques. Alors, on a la même chose pour les antibiotiques critiques. Bon, là, je ne vous les ai pas représentés, mais bon, bien évidemment, c'est beaucoup moins, ça a fortement diminué. Si je prends des lots, là, je suis sur du poulet certifié avant 2016, c'est toute organisation confondue. On voit qu'on est à peu près à globalement 50-50, hein. Donc 50% de l'eau avec des traitements antibiotiques, ce qui rejoint un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure pour le poulet label. Et si je reprends la même chose en 2019, après avoir plusieurs lots, plusieurs organisations qui ont décidé d'arrêter les traitements antibactériens sur du poulet certifié, on voit qu'on est à peine à 25%, 31% également de lots qui reçoivent encore des traitements antibiotiques. Après, dans du poulet certifié, il y en a qui ont continué d'utiliser des antibiotiques et d'autres organisations qui ont décidé d'arrêter. Si je regarde sur du poulet du quotidien ou du poulet standard, donc là, on est à plus de 2500 lots à peu près. Je ne vous ai pas représenté l'effectif, hein.
On voit qu'en poulet standard, bon, on est sur des durées de vie et des durées de vie plus courtes, des densités d'élevage plus importantes, des kilos au mètre carré aussi. Et les troubles antibactériens sont quand même plus marqués, hein, puisque on voit qu'avant 2015, on était à peu près à 60% de l'eau avec un traitement antibiotique versus 50% sur du certifié. Et en 2019, eh bien, on a le même constat. Alors, on a certes moins diminué que sur du poulet certifié, mais on a encore un peu plus de 33% des lots qui reçoivent un traitement antibactérien. Alors, les 4 piliers, donc on va les retrouver, hein, la bonne utilisation, la substitution, la formation, la prévention. Alors, si on regarde sur la performance économique, ben, c'est vrai qu'avec les solutions alternatives, on a quand même moins de mortalité. Ça a été constaté. On accepte peut-être un tri un petit peu plus important, mais des animaux qui finalement représentent une non-valeur économique. Donc, on a des produits de qualité, on valorise sa qualité derrière, on répond à la demande du consommateur. Et puis, je dirais, on peut générer de la demande, puisqu'aujourd'hui, les organisations qui sont parties sur des produits sans antibiotiques, la demande est de plus en plus importante. Et il n'y a qu'à voir toutes les marques que l'on peut trouver dans les supermarchés. Aujourd'hui, il y a quelques années, on en trouvait une ou deux, et aujourd'hui, il y en a partout. En matière de bien-être animal, eh bien, on va avoir des animaux qui vont être bien immunisés, donc qui vont être plus résistants à des affections. On va également anticiper le traitement, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est aussi une source une source de réussite, c'est de savoir bien anticiper. C'est sûr que quand on va avoir une mortalité bactérienne qui va être installée depuis une semaine dans un élevage, il est clair que le traitement antibiotique, c'est la seule chose à faire, parce que c'est sûr que ça peut être, les traitements alternatifs répondent bien, mais parfois peuvent demander 24 à 48 heures de plus en matière de réponse. Donc, plus on va anticiper la chose, plus on va pouvoir avoir recours à des solutions alternatives avec une efficacité derrière. On a moins d'affections. On vit dans un environnement plus sain et je dirais qu'on a aussi un bien-être de l'éleveur parce que ces animaux sont moins malades. On parle toujours bien-être animal, mais le bien-être de l'éleveur aujourd'hui, il est fondamental. Et un éleveur qui utilise de moins en moins d'antibiotiques, qui a des bonnes performances derrière, moins d'animaux malades, je peux vous garantir que l'éleveur, il retrouve le sourire si les marges sont derrière, mais bien souvent c'est le cas, puisque sa production est mieux valorisée derrière. Il retrouve le sourire par rapport à un éleveur qui utilise des antibiotiques à chaque lot. Malheureusement, les antibiotiques parfois sont indispensables, voilà, mais par contre, on va avoir des réponses ultra ciblées avec directement le bon antibiotique. On ne va pas utiliser 3 antibiotiques avant d'utiliser le bon, comme il se faisait il y a quelques années, où on faisait des analyses une fois que on avait déjà écumé 1 ou 2 antibiotiques. Là, aujourd'hui, en production animale, on réalise systématiquement un antibiogramme pour savoir quel antibiotique on va utiliser. Donc voilà. Alors, en conclusion, je dirais que cette solution alterbiotique permet de sécuriser des bonnes performances. On répond aux objectifs du plan éco-antibio et de l'attente sociétale, à savoir de diminuer réellement l'utilisation des antibiotiques. Et aujourd'hui, on est capable de communiquer là-dessus, et ça, je pense qu'on ne le fait pas assez. On donne toujours une mauvaise image de l'élevage, mais on ne parle pas assez de tout ce qui est bien fait. Si on fait une comparaison par rapport à la médecine humaine, on n'a pas diminué d'autant le recours aux antibiotiques. On revient également aux fondamentaux de l'élevage en se focalisant sur la qualité de l'eau, sur le nettoyage, sur la désinfection. C'est vrai que ça, c'est la base de l'élevage, et les animaux élevés dans de bonnes conditions, forcément, il y a moins de maladies. On est fier de son métier, et ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont importantes. On préserve la santé de demain en travaillant sur ce que j'appelle le concept de One Health. On travaille sur notre santé à nous, la santé des humains et aussi l'environnement. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on est sur des huiles essentielles, des composants entièrement naturels, eh bien, ce sont des composants qui ne sont absolument pas toxiques pour l'environnement. Aujourd'hui, des traitements antibiotiques, des hormones, quid du devenir des molécules dans l'environnement, ça c'est autre chose. Mais par contre, j'irais toujours à bien se méfier, bien avoir recours à des produits de qualité, parce qu'on n'utilise plus de médicaments, mais on utilise des aliments complémentaires. Il faut savoir ce qu'il y a dedans, contrôler la qualité, bien être à l'abri d'avoir des substances indésirables et toxiques pour éviter justement des scandales alimentaires. Et il est important de sélectionner les bonnes solutions alternatives. Voilà. Aujourd'hui,
avoir un problème de colibacille et puis faire confiance à un colporteur qui vous dit ah, ben moi j'ai ce qu'il faut pour traiter les colibacilles, tu vas utiliser ça, ça va marcher. Moi, je ne sais pas si je ferais confiance pour quelqu'un qui me dirait ben, moi j'ai la grippe, utilise telle chose. J'irais plutôt voir mon médecin. Voilà, donc attention à ça. Voilà, donc j'avais prévu à peu près de terminer vers 16h45, il est 16h46, donc une minute de dépasser. Donc maintenant, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à utiliser le bas de l'écran pour les poser. Je vois qu'il déjà il y en a quelques-unes. Et donc voilà, maintenant, n'hésitez plus. Alors, une première question. Aujourd'hui, au niveau des lois françaises, est-ce qu'il est possible d'auto-soigner les animaux d'élevage si l'on s'est formé sur l'aroma et la phyto via des professionnels? Existe-t-il des formations permettant aux éleveurs de pouvoir utiliser ces médecines alternatives sans répercussion lors d'inspections sanitaires? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, si on soigne un animal, on va traiter un animal. Le traitement, aujourd'hui, soigner, traiter, ça recourt du médicament. À partir du moment où on utilise une substance pour soigner, pour traiter, on utilise du médicament. Et aujourd'hui, si on utilise du médicament, il faut qu'il y ait des ordonnances. On ne peut pas aujourd'hui utiliser des médicaments sans ordonnance. Et qui plus est, si on est sur des productions animales, où là, on doit garantir la qualité du produit, à savoir qu'il n'y a pas de résidus derrière. Alors, une huile essentielle, aujourd'hui, elle est considérée comme un traitement. On ne peut pas utiliser, alors moi je vous dis qu'on peut les utiliser en aliments complémentaires. En aliments complémentaires, on peut utiliser des produits, mais on ne va pas utiliser des produits dans un but thérapeutique. On va utiliser des produits pour améliorer peut-être le confort de vie, faciliter une digestion, diminuer un petit peu le stress. Il y a des termes que l'on peut utiliser. Par contre, si vous avez un produit qui est marqué à base d'huile essentielle active sur les virus, sur les bactéries, là, vous êtes considéré comme du médicament. Et utiliser un tel produit, si on n'a pas une ordonnance, c'est de l'automédicament. C'est de l'automédication. Donc ça, non, on n'a pas le droit. Voilà. Alors par contre, il existe des formations, effectivement, qui vous accompagnent, qui peuvent vous aider à diagnostiquer pour savoir qu'est-ce que l'on peut utiliser. Mais il y a régulièrement des inspections, des fraudes et puis des contrôles vétérinaires qui sont faits dans les élevages. Il y a quelques années, il y a eu un élevage encore de moutons dans le sud-est. Une personne qui utilisait des huiles essentielles qu'elle allait chercher à la pharmacie. Elle utilisait certainement des huiles essentielles qui étaient de bonne qualité, qui étaient indiquées par rapport à ce qu'elle avait observé, mais elle a été condamnée pour automédication et utilisation de substances dans un but thérapeutique sans sans être capable d'assurer qu'il y avait une sécurité au niveau de la viande. Alors, bonjour, merci pour la présentation. Quel est le moyen d'administration principal? Eau de boisson ou aliment? Alors, en fin de compte, tout dépend de quoi on parle. Si on parle d'huile essentielle, eh bien, les huiles essentielles, il y a plein de voies. On peut les utiliser en pulvérisation, on peut les utiliser en eau de boisson, on peut les utiliser dans l'aliment, on peut les utiliser en massage. Il y a plein de voies d'administration dans la mesure où les huiles essentielles, elles sont liposolubles, donc elles traversent toutes les couches cellulaires et elles sont assimilées très bien par tous ces par toutes ces voies d'administration. Alors, quand on va parler d'huile essentielle, si on veut utiliser des huiles essentielles qui ont vraiment un but thérapeutique, il va falloir utiliser des huiles essentielles de qualité pharmaceutique reconnue. Et malheureusement, dans la réglementation sur l'alimentation animale, dans les additifs, les huiles essentielles, elles sont classées en substances aromatiques et apéritives. Donc, les huiles essentielles, je vais vous montrer une petite chromato tout à l'heure, il y a plein de composants aromatiques dedans, il y a du carvacrol, il y a du thymol, carvacrol plutôt sur l'origan. Aujourd'hui, avec la science et la technique, on est capable de faire du carvacrol de synthèse, on est capable de faire du thymol de synthèse. Et ces substances-là, elles peuvent rentrer dans la fabrication d'aliments. On peut incorporer du carvacrol, on peut incorporer du thymol. Par contre, par rapport à l'activité vraiment thérapeutique vis-à-vis d'une affection bactérienne, virale ou autre chose, eh bien, il n'y a pas d'activité thérapeutique reconnue. Il faut vraiment avoir affaire à ce qu'on appelle le totum de la plante. On a une association avec différents composants.
Et dans médecine humaine, par exemple, les huiles essentielles qui sont autorisées dans un but thérapeutique, c'est uniquement des huiles essentielles naturelles. Les composants aromatiques de synthèse sont complètement bannis. Alors après, en fonction des animaux, si vous voulez faire des administrations individuelles, ça peut être dans l'eau de boisson, mais notamment en bovin, c'est bien souvent en massage, ça marche très bien. Après, sur de la volaille, je veux bien que vous vous amusiez à faire de l'administration en massage sur 100 000 poules, mais je doute que vous ayez le temps. Donc, bien souvent, on a recours à des administrations dans l'eau de boisson. Après, il ne faut pas oublier que ce sont des substances aromatiques qui sont très, très volatiles, hein, d'où leur odeur derrière. Donc après, dans l'aliment, il faut vraiment mesurer des process de fabrication qui évitent aux huiles essentielles de se disperser dans l'atmosphère, parce que sinon, un aliment qui va être fabriqué avec des huiles essentielles, s'il est consommé 15 jours ou 3 semaines après, une grosse partie des huiles essentielles peuvent s'évaporer et du coup avoir moins d'efficacité derrière. Après, des voies qui sont très très intéressantes, c'est la nébulisation, un petit peu les inhalations. Les inhalations, c'est ni plus ni moins des huiles essentielles que l'on va utiliser. Et donc ça, on peut faire des diffusions par des brumes, et puis il existe des systèmes qui permettent de nébuliser. Alors, bonjour, quelle est votre expérience en élevage de bovins, lait et viande? Alors, mon expérience en bovin, lait et viande, je suis désolé de vous décevoir, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je travaille surtout sur de la volaille et du lapin, donc je ne pourrais pas vous donner mon expérience. Par contre, je suis en relation avec des confrères qui travaillent exclusivement en bovin et des confrères avec qui on a fait une… Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, j'avais fait une formation là-dessus en médecine humaine, hein, et on a été plusieurs vétérinaires à suivre cette formation, donc je suis resté en contact avec plusieurs vétos qui font que de la rurale. Et ils en utilisent beaucoup, notamment avec succès sur des manites, sur des arthrites, sur des bronchopneumonies. Après, la difficulté qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont utiliser des mélanges, ils vont utiliser non pas des mélanges d'huile essentielle, ils vont faire leur propre mélange, tout à fait indiqué par rapport à l'affection qu'ils vont avoir. Par contre, ils vont être très très limités par rapport à la réglementation, puisqu'il faudrait théoriquement pour les huiles essentielles être capable de pouvoir déterminer des résidus. Et aujourd'hui, déterminer des résidus, autant c'est facile pour un médicament qui n'a qu'une seule substance, autant une huile essentielle qui peut contenir jusqu'à 50 ou 60 substances, c'est totalement impossible. Alors certaines huiles essentielles vont être sur une liste que l'on va pouvoir utiliser sans avoir de LMR, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, très bonne expérience, mais attention à la partie réglementaire. Alors, bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. J'aimerais la présenter à mon équipe et à mes collègues, car je voudrais travailler dans ce sens. Savez-vous si le replay de votre présentation sera disponible par la suite? On m'a posé la question cet après-midi. Je pense qu'il n'y a pas de problème, puisque c'est une présentation libre, hein, donc pourquoi pas. Alors, les huiles essentielles sont-elles une solution de médecine complémentaire durable selon vous? Quelle quantité importante de plantes pour la confection d'un produit? Alors, les huiles essentielles sont-elles une solution de médecine complémentaire durable selon vous? Alors, durable par rapport à quoi? Durable pour soigner les animaux, oui, je pense que pour moi, il y a un avenir très important là-dessus. Alors, attention quand même aussi à une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est les extractions d'huile essentielle. Certaines plantes, par exemple, le clou de girofle, on a un rendement d'à peu près 25%, donc c'est relativement important. Par contre, si vous travaillez sur de la mélisse, vous êtes à 0,01%, donc il vous faut des tonnes de mélisse pour arriver à récupérer 1 litre de mélisse. Bon, après, le prix est inabordable, mais il y a certaines huiles essentielles qui ont un rendement assez faible. Et si on veut en utiliser énormément, à un moment donné, il va se poser la question de savoir comment produire la plante en quantité importante et faire en sorte que cette plante, bien évidemment, ne reçoive pas de pesticides et toutes ces choses-là. Donc, sur la partie durable, c'est juste la chose que je pourrais mettre. Et puis, si on veut aussi que ce soit bien durable, il va falloir à un moment donné que la réglementation évolue, qu'elle nous permette d'utiliser davantage les huiles essentielles en production animale, avec peut-être des notions d'LMR allégées ou des notions de sécurité entre le médicament et le simple aliment complémentaire. Alors, quantité importante de plantes pour la confection d'un produit, il existe des doses à respecter, effectivement. Je vois souvent des produits lors de mes visites où on voit à base d'huile essentielle. Quand on regarde la composition, on est à 0,05% d'une huile essentielle de cannelle.
Ah oui, il y a des huiles essentielles, mais en une quantité tellement minime. Alors, malheureusement, on les sent encore parce que c'est quand même très odorant des huiles essentielles. C'est aussi, faut oublier une chose, que les huiles essentielles, c'est quand même fait à la base. Le gros marché des huiles essentielles, c'est quand même la cosmétique, hein. Le domaine de l'utilisation des huiles essentielles dans un but médical, c'est quand même très, très limité. Donc, effectivement, on va avoir des produits qui vont sentir les huiles essentielles, mais après, il faut savoir ce qu'il y a dedans, la quantité, et il y a des doses qui existent, donc il faut respecter les doses. Donc, la dose du produit, la dose contenue dans le produit, puis après, la posologie que l'on va utiliser. Donc, en général, si on veut vraiment avoir des solutions intéressantes, il faudrait travailler avec entre 10 et 20% de noyaux à base de plantes. Alors, peut-être pas 20% d'huile essentielle. Encore, après, si vous travaillez avec une solution à 20% d'huile essentielle, vous travaillez à 0,1 ml, bon, bah, ça va. Mais si vous travaillez à 1 millilitre par litre avec une solution à 20%, bah, les animaux vont refuser de les boire. Donc après, il faut quand même des quantités de l'ordre de 20%, et après, ça dépend quelle va être la posologie derrière. Alors, bonjour, vous trouvez des aliments complémentaires qui contiennent des huiles essentielles en quantité suffisante pour avoir une activité thérapeutique? Oui, je trouve, puisque moi, ça m'arrive je formule aussi des produits, des aliments complémentaires, et c'est ce que je vous dis, je travaille entre 15 et 20%. Alors, peut-être dans les dernières questions, connaît-on avec certitude les résidus dans la viande ou le lait que chaque plante peut utiliser, peut provoquer? Alors, je vous rassure, non, on ne les connaît pas. On a fait une thèse avec des étudiants de l'école vétérinaire, on a fait deux thèses. J'ai encadré il y a 2 ans avec l'école vétérinaire de Nantes pour mesurer les résidus dans les viandes de volaille et dans les viandes de lapin. Alors, on est capable de déterminer, par exemple, si on utilise une huile essentielle qui contient du thymol, mais pas que, on est capable de tracer les quantités de thymol dans un cube de viande, dans du lait, hein, ou même dans des œufs. Donc ça, on est capable de le faire. On peut se retrouver avec des quantités très, très, très faibles, donc en dessous quasiment des seuils de détection. Donc ça, on peut déterminer certains composants. Ça, c'est pour les huiles essentielles. Après, pour les extraits de plantes, on va plutôt chercher non pas un composant, parce que tous les composants ne sont pas forcément détectables, mais on peut rechercher des traceurs. Et après, oui, on peut rechercher des traceurs dans la viande. C'est un petit peu plus compliqué. Tout ce qui va être huile essentielle, on va utiliser des chromatographies en phase gazeuse. Et ça, on peut le rechercher dans tous les substrats. Donc, ça, c'est possible. Donc voilà, on arrive à 17 heures, heure que je m'étais fixée pour achever la présentation. Donc, j'espère avoir répondu à un maximum de questions. N'hésitez pas, s'il y en a d'autres, eh bien, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis j'espère à l'année prochaine au SPACE et pour le coup, peut-être devant un vrai auditoire plus que devant un écran parce que bon, ça permet de partager, mais c'est quand même bien moins convivial. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.